Bon, eh bien, nous vous remercions d'être là. Vous venez nous faire une présentation en trio. Et puis, on remercie les gens aussi qui sont là dans la salle. Alors, vous avez donc à vous trois nous faire une présentation groupée. Alors, on a donc Jean-François Dufayard qui a donc plusieurs casquettes, on va dire, bioinformaticien CIRAD, et aussi référent données scientifiques au niveau du ministère, du département BIOS et du CIRAD, donc, et comité pour la source ouverte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais plutôt un collège particulier qui est celui des données. Alors qu'ici, nous avons donc une collègue aussi CIRAD, qui en fait est plus dans le collège logiciel, si j'ai bien. Voilà. Par contre, donc vous avez votre fonction au niveau donc vous avez Méric au sol, par contre, c'est data manager. Voilà, je suis data manager depuis quelques temps et puis voilà, initialement développeur logiciel et aussi coordinatrice de la force logicielle de CIRAD. Voilà. Donc, nous avons Louise qui revient un mois après, qui est ingénieure donc donnée au niveau du LabEx CMEB, jusqu'à ce que le CMEB existe, voilà. D'ici la fin de l'année, on va dire globalement. Et donc, vous allez nous faire une présentation tous les trois sur où en est-on sur les données de la recherche. Et je crois que vous allez aussi un petit peu parler de ce qui se passe au niveau Montpellier, national et voire international. Donc voilà, on vous laisse la parole. Et si vous voulez rajouter quelque chose pour vous présenter, c'est le bienvenu. Voilà. Ben oui, merci beaucoup pour l'introduction. Donc on va être accessible vraiment, personne n'a prévu de jargonner. On est là pour parler à tout le monde des données de la recherche. Donc je vais faire l'introduction. Ensuite, Louise va nous faire un inventaire de tout ce qui existe, enfin tout ce qui existe, de beaucoup de choses qui existent en accompagnement pour bien gérer les données de la recherche. Et Céline va nous faire un focus très particulier sur les données et codes sources pour les gens qui ont à gérer soit des logiciels, soit des scripts, soit tout un tas de choses qui peuvent être relatives aux données et codes sources. Aux codes sources et algorithmes, pardon. Excusez-moi. Voilà. Déjà, pourquoi est-ce que depuis quelques années, on vous rebat les oreilles avec les données de la recherche et qu'est-ce qui a vraiment changé dans nos écosystèmes pour qu'on en parle tant? En fait, la première, j'aimerais bien que ça normalement, ça disparaît tout seul. Voilà. C'est pas mal. Donc, la première chose qui a changé déjà, c'est dans le cadre juridique. C'est-à-dire que vraiment, au niveau des lois françaises, donc ce qu'on appelle la macro-gouvernance, c'est tout ce qui s'impose à nous. En particulier à la législation, ça s'impose à nous. C'est pas mal de lois, depuis 2011, des lois qui commençaient à rationaliser l'ouverture des données de la recherche. Mais il y a eu un tournant, c'est en 2016, la loi pour une république numérique. Cette loi pour une république numérique, les gens la comprennent très mal. En fait, beaucoup de gens pensent que c'est une loi qui force les gens à ouvrir les données. C'est complètement faux. En fait, c'est une loi qui donne des droits, elle est incitative. Elle dit que si vous avez des données qui sont financées à plus de 50% par le public, vous avez le droit de les ouvrir. Vous n'avez pas le devoir de les ouvrir, vous avez le droit de les ouvrir. On vous incite à le faire et vous avez tous les verrous qui sont ouverts pour pouvoir le faire. En fait, cette loi, elle a été faite non pas pour forcer les personnels scientifiques à ouvrir les données, elle a été faite parce que des éditeurs prédateurs s'arrogeaient les données des chercheurs lorsqu'ils soumettaient une publication. Ils disaient, voilà, mettez vos données accessibles avec la publication, et ensuite, les données ne sont plus à vous, elles sont à nous, et vous ne devez pas les ouvrir. Donc, cette loi-là a été faite pour protéger la communauté scientifique des abus des éditeurs prédateurs. Voilà. Et donc, on entend plein de choses fausses sur cette loi. Alors, si jamais un jour vous entendez, oui, on nous force à ouvrir nos données, c'est une contre-vérité. Il n'y a personne à blâmer, c'est juste que c'est très compliqué de l'expliquer. Et voilà, on n'est pas tous juristes, je ne suis pas juriste, attention. J'ai entendu des juristes le dire, je ne fais que répéter comme un perroquet ce qu'on m'a expliqué. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Alors là, on est dans ce qu'on appelle la micro-gouvernance, c'est toutes les choses qui sont décidées par nos instituts, nos tutelles, etc. Et en particulier, notre ministère de tutelle, qu'on a tous en commun, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a édité ce qui s'appelle le Plan national pour la science ouverte. Il l'a fait en 2 sessions, une en 2018, une en 2021. Et en fait, ce plan national, c'est comme une politique des données du ministère. Cette politique nous dit, vous devez
vous astreindre par principe à ouvrir vos données dans tous les cas où c'est possible. Ouvrez-les autant que possible. Maintenez-les fermés si vous avez bien sûr des accords ou des problèmes de concurrence, etc. Mais ouvrez-les dans toute la mesure du possible. Et en 2021, le second plan a également bien intégré les données, les algorithmes, code source et tout ce qui a trait aux données logicielles. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui s'impose aussi à nous et qui a donné lieu à pas mal de choses. En particulier, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place beaucoup de choses depuis qu'il a lancé son plan national pour la science ouverte. En particulier, un écosystème d'accompagnement national qui s'appelle Recherche DataGouv. Alors, le but, c'est pas de vous raconter tout ce qui est fait dans Recherche DataGouv, mais c'est pour vous dire qu'il y a un accompagnement qui est prévu. On n'est pas à Montpellier les mieux placés parce que notre atelier de la donnée, alors l'atelier de la donnée, c'est des installations en région qui sont censées accompagner les personnels scientifiques dans la bonne gestion des données. Mais il se trouve que l'atelier de la donnée à Montpellier, qui s'appelle EcoDor, il est en train de redémarrer d'une certaine façon et il n'est pas encore très visible pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, cet écosystème Recherche DataGouv est en place et en particulier, il offre aussi aux personnels scientifiques un entrepôt de données centralisées nationales qui vous permet de déposer et d'ouvrir vos données à la communauté. Vous avez pas mal d'autres initiatives, les comités pour la science ouverte et différents autres comités que le ministère maintient pour animer la thématique des données de la recherche sur le territoire national. Alors ça, c'est pour vous montrer que en fait, cet écosystème de la donnée, il est horriblement compliqué. Il y a plein d'acteurs que personne ne connaît. Et c'est pour ça que pour les personnels scientifiques, c'est vraiment pénible en fait de savoir à qui on s'adresse, qui y réfléchit, qui en parle. Donc là, c'est pour vous donner des éléments. Si un jour vous voulez y revenir, vous entendez parler d'une structure, une infrastructure, savoir qu'il y a vraiment trois niveaux importants. Vous avez le niveau local. Donc à Montpellier, je vous en ai parlé, vous avez l'atelier de la donnée EcoDor. Vous avez aussi l'ISDM qui fait beaucoup de choses et qui est relié à EcoDor, mais pas complètement. C'est un petit peu compliqué. Mais l'ISDM lance aussi la clinique de la donnée. Donc ça, c'est des permanences qui vous permettent d'avoir des gens qui répondent à vos questions et qui vous donnent les bonnes pistes pour bien gérer vos données. Vous avez tout un niveau national, donc avec en particulier les infrastructures nationales qui font de la production et de l'analyse et de la gestion de la donnée, qui ont des entrepôts, qui ont des rôles plus ou moins désignés par le ministère. Et vous avez aussi tout un écosystème particulier européen, mais vraiment aussi international, de nombreuses infrastructures, de nombreuses organisations, associations internationales qui réfléchissent à la bonne gestion de la donnée. Vous avez peut-être entendu parler d'EOSC, d'Elixir, vous avez peut-être entendu parler de la Research Data Alliance. Enfin, voilà, vous avez énormément de choses différentes. Et se retrouver dans cet écosystème est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a vraiment un niveau d'accompagnement local qui vous permettra de vous y retrouver, d'avoir des gens qui vous disent où est-ce qu'on peut trouver les bonnes informations. Alors là, c'est un tout petit focus qui n'est pas complètement cirado-ciradien, mais c'est pour vous dire que, en fait, les tutelles INRAE et IRD ont déjà fait pas mal de choses pour structurer leurs thématiques données. L'INRAE en particulier maintient maintenant depuis plusieurs années le réseau des référents données opérationnelles. Donc, vous en avez 3, je crois, ici au CDGP. Et en fait, il était du devoir des directeurs d'unité et directrices d'unité de nommer les référents données opérationnelles. C'est des gens qui sont en contact des communautés au quotidien et qui offrent un accompagnement. L'IRD aussi a son réseau, Data Sud. En fait, le CIRAD se structure. On suit les traces de l'INRAE et on cherche non pas à faire un nouveau réseau, mais à compléter le réseau des RDO INRAE. Et en fait, là, cette année, on va faire tout un travail pour nommer des RDO dans les endroits où l'INRAE n'a pas nommé de RDO. Il y a beaucoup d'unités où l'INRAE n'est pas, ou aller proposer des nominations à d'autres personnes qui travaillent sur les données qui n'ont pas été encore intégrées dans le réseau des RDO. Voilà, donc on va se mobiliser là-dessus. Ensuite, un rapide point sur la planification de la gestion de données. J'espère que je ne suis pas trop long. Non, c'est bon. Non, je vais faire vite. En fait, planifier la gestion de données, c'est la première étape. Et en fait, bien entendu, c'est l'épouvantail pour tout le monde. C'est le plan de gestion de données. Est-ce que c'est encore une nouvelle contrainte administrative?
savez que je vais vous argumenter que non, c'est vachement mieux que ça, mais je vais essayer d'être convaincant. Parce que c'est vrai que c'est hyper pénible à faire. Donc non, parce qu'en fait, le PGD, alors je pique la réplique d'un collègue évident, c'est pour générer du dialogue. C'est la première vertu du plan de gestion de données. C'est pas de rédiger un document administratif dans son coin, mais c'est de mettre autour de la table, dans le cadre d'un projet en particulier, tous les acteurs de la donnée et de les faire discuter d'une stratégie opérationnelle. C'est-à-dire qu'un plan de gestion de données, c'est pas des déclarations de bonnes intentions, c'est de dire on va faire comme ça. Les données, on va les produire ici, dans telle plateforme. Elles seront transférées à tel endroit. Elles vont être avec tel niveau de sécurité. Et ensuite, une fois qu'on les aura analysées, on va faire des publications d'état paper et à la fin, on va les mettre dans des entrepôts ouverts ou pas. Tout dépend. Si un partenaire privé, c'est peut-être plus compliqué. Il n'empêche qu'on élabore une stratégie opérationnelle. On dit ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire, on le discute avec les acteurs. Donc, il faut savoir que le plan de gestion de données, majoritairement, ça s'applique à un projet de recherche. Et c'est la plupart du temps ce que vous serez amené à faire. Finalement, la question, c'est comment je gère mes données dans mon projet. Mais pas que. En fait, vous allez avoir ce mot épouvantail, enfin ce terme épouvantail, plan de gestion de données, qui va surgir des fois dans vos vies à des moments différents que lors de projets. Alors pourquoi? Ça, c'est aussi un autre schéma un peu compliqué, mais vous allez le comprendre, je pense. Vous savez à quel point notre écosystème de recherche, il est affreusement complexe en France. C'est-à-dire que vous avez des unités de recherche sur nos CBGP. On a peut-être des gens qui ne sont pas du CBGP qui nous écoutent, qui ont leur propre unité de recherche. Chaque unité a potentiellement plusieurs tutelles. Elle est mixte, ce qui est le cas de la majorité des unités. Donc, vous avez déjà toute une échelle de gouvernance. Ensuite, les unités souvent hébergent des plateformes. D'accord ? Et ensuite, vous avez des projets de recherche. Ces projets font parfois appel à plusieurs plateformes. Et je vous passe le détail, mais elles font souvent appel à des plateformes qui sont des unités différentes, parce qu'on n'a pas toutes les plateformes en local dans notre unité pour répondre aux besoins d'un projet de recherche. Et donc, en fait, lorsqu'on en est à rédiger notre PGD de projet, on doit prendre en compte énormément de choses. À savoir que, par exemple, les plateformes remplissent ce qu'on appelle des PGD entités ou structures ou plateformes. Donc, voilà, il y a plein de termes qui existent et qui ne sont pas encore complètement stables. Appelons-les des PGD plateformes, où les plateformes donc disent comment elles allaient gérer leurs données, non pas sur le cadre d'un projet, mais globalement dans leur vie de plateforme, à leur échelle de temps. Alors ensuite, vous avez parfois les tutelles, mais très souvent les unités, où certaines unités ont reçu une injonction, c'est pas forcément clair d'où vient l'injonction d'ailleurs, de rédiger un PGD d'unité. Et là, on rentre dans le flou, parce que c'est quoi un plan de gestion de données d'unité? Est-ce que c'est pas plutôt une politique de données? Et comment est-ce que les informations du PGD de l'unité vont devoir être utilisées dans les PGD projets, dans les PGD plateformes de l'unité? Vous avez plein de choses un petit peu compliquées comme ça. C'est pour ça que vous allez aussi entendre parler maintenant, parce que ça commence à arriver, un nouveau terme un petit peu bateau, c'est le PGD de gouvernance. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un PGD. On va appeler ça un PGD de gouvernance. Donc, on ne va plus vous demander de faire des PGD structures ou entités, mais des PGD de gouvernance. Je vous passe le détail, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, on est dans un système qui est vraiment pas simple. Ce que j'aimerais que vous en tiriez de ce schéma pénible, c'est que lorsque vous faites un PGD projet, il faut savoir tenir compte des informations de gouvernance et que ce n'est pas forcément simple. Et que l'exercice en fait, du plan de gestion de données, il n'est pas à maturité du tout. En fait, en particulier, on cherche, là, ces temps-ci, les grands outils nationaux, mais Louise va nous reparler des outils de plan de gestion de données, cherche à établir comment faire communiquer les PGD plateformes avec les PGD projets. Pour que lorsque vous dites, dans mon projet, j'utilise telle plateforme, vous ayez directement des pré-remplissages de votre PGD projet, pas que vous ayez à aller contacter les gens de la plateforme et faire des copier-coller de ce qu'ils ont écrit dans des mails. Donc ça devrait arriver relativement rapidement. Et donc ça, c'est vraiment important. Et enfin, il y a une notion un peu décalée, mais je vais donner la parole à Céline là-dessus parce que c'est la grande spécialiste. Mais c'est juste pour dire globalement qu'on a aussi un autre plan de gestion de données qui arrive, c'est le plan de gestion de données logiciels. Et est-ce que vraiment les logiciels sont des données comme les autres? Est-ce qu'on peut les gérer de la même façon? Je vais laisser Céline répondre à cette question. Alors, effectivement, c'est un petit peu différent dans ce cadre-là, parce que autant une donnée est un objet qui est en fait une observation de la nature, par exemple, alors qu'un logiciel, par nature, est évolutif. On est tout le temps en train de faire évoluer un logiciel, de modifier l'algorithme pour faire des essais, etc. Donc, du coup, on a toujours, comme disait Jean-François, une notion de stratégie opérationnelle, toujours dans le cadre de projets de recherche,
mais on va exprimer des choses un petit peu différentes. Alors, quelques exemples, parce que pour ces créations de l'esprit que sont ces logiciels, on peut exprimer des éléments qui correspondent à de l'ingénierie, bien sûr aux objectifs. Que fait le logiciel? On a les éléments de documentation du logiciel pour savoir comment on l'utilise, comment on l'installe, comment on y développe dedans pour avoir les contributions. Et enfin, d'un point de vue de la gestion du projet. Alors, quelques focus intéressants, par exemple. Étant donné que le logiciel est évolutif, ce qui sera demandé dans un plan de gestion logicielle, en plus bien sûr des objectifs, par exemple, de ce que fait le logiciel, c'est tout ce qu'il faut pour le maintenir, et notamment les tests, pour s'assurer, par exemple, qu'un logiciel ait toujours la même fonctionnalité, qui fonctionne comme on l'entend, comme c'est prévu, malgré les évolutions qu'on fait. Alors, ça peut être des tests juste sur certaines parties du logiciel, comme on appellera des tests unitaires, ou des tests end-to-end, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, on fait tout tourner. Et ça peut être également tout un tas d'autres types de tests, mais également fonctionnels, plus d'un point de vue scientifique. On a aussi tout ce qui est qualité d'ingénierie logicielle, où là, il faudra dire, par exemple, qu'est-ce qu'on utilise comme gestion de version, comme gestionnaire de version, on verra tout à l'heure de quoi il s'agit, ou alors si on est bien en règle avec des standards de programmation, selon les langages qu'on utilise. Voilà, et pour vous donner quelques autres exemples, on a tout l'aspect maintenance du logiciel, c'est-à-dire comment on va s'y prendre pour que ce logiciel puisse être réutilisé au cours de sa vie. Donc, est-ce qu'il y a une communauté de développeurs? Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Est-ce qu'on a, par exemple, une stratégie de retraite une fois que le logiciel ne servira plus? Dans l'hypothèse, il ne sert plus, parce que sa maintenance, ça coûte. Voilà. Et ensuite, on a, encore une fois, on a bien sûr tout ce qui est licence, on a le dépôt, alors ça, c'est la forge logicielle où on le met. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit, les stratégies de citation et les analyses de risque. Les analyses de risque étant, par exemple, si le logiciel est aligné avec la réglementation, par exemple, de protection des données. Voilà, dans le cadre, on aurait des données sensibles, il faut vérifier ce genre de choses, ou aussi la compatibilité des licences, parce que parfois, lorsqu'on fait un logiciel, on prend plusieurs blocs de logiciels qui viennent d'ailleurs. Et du coup, il faut voir si les licences correspondent et si on ne se fait pas bloquer pour le logiciel global par un type de licence qui serait bloquant et contaminant. Donc voilà, ce sont tous ces aspects-là pour le logiciel qu'il s'agit d'indiquer dans ces plans de gestion de données très spécifiques. Bien sûr, c'est pour des logiciels qui ont une certaine maturité, mais on peut aussi l'appliquer à des logiciels un peu moins matures. Il y aura tout simplement certaines parties qui ne seront pas remplies. Voilà. Oui. C'est pas ma partie du tout, les logiciels. Mais en fait, est-ce que vos logiciels vont suivre, entre guillemets, une logique différente, selon qu'ils vont s'appliquer à des données sous RGPD, par exemple, et des traitements autres? Est-ce qu'il y a forcément des... Vous voyez que du côté logiciel ou du côté de la donnée qui est traitée? Alors, ça peut être, effectivement, il peut y avoir des liens après entre les deux. Et même s'il y a un lien entre la donnée et le logiciel, ce qui est souvent le cas, et même en intelligence artificielle, c'est ce qu'on fait, on peut s'assurer de la compatibilité aussi des licences, entre les licences du logiciel et la licence de la donnée. Et il y a des licences spécifiques qui permettent de faire le lien. Voilà. Il s'agit bien de la code du logiciel, pas de la donnée que traite le logiciel. Oui. Vraiment pas. Là, voilà. Ça, il y a un distinguo très clair. Là, on n'est pas du tout dans le code, dans la donnée que traite le logiciel. Donc ça, c'est au niveau des plans de gestion. De données, voilà. De toute façon, tout est connecté. Et juste une question complémentaire, du coup, qu'est-ce qui est inclus dans les frontières de la définition d'un logiciel? Parce que pas tous des scripts vont faire des logiciels, mais il faut quand même les réguler quelque part. Alors, est-ce que vous voulez qu'on discute du périmètre maintenant ou plus après, effectivement? Parce qu'on peut traiter cette question. Un quart d'heure sur les logiciels à la fin. À la suite de... Peut-être qu'on peut reporter ces questions, voir lesquelles seront encore... On discutera justement au tout début du périmètre. Merci. Donc, je poursuis du coup avec comment concrètement on peut être accompagné ou comment on peut avoir connaissance des outils qui vont être nécessaires à la gestion des données tout au long du cycle de vie des données. Donc, cette partie, elle est conçue un peu pour être aussi
en complément de ce que j'avais pu présenter il y a un mois ici au CBGP. Donc, s'il y a des choses qui sont pas claires ou vous voulez plus de détails, du coup, elle est aussi la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube du CBGP. Donc voilà, il y a des éléments que je vais reprendre rapidement, mais là, l'idée, c'était plutôt de cataloguer un peu les acteurs, les services, l'accompagnement auquel vous pouvez avoir accès à une échelle locale, nationale et parfois internationale. Voilà, du coup, j'ai essayé. Ah mince, il manque déjà quelques. Bon, alors, il manque juste. Ah non, pardon, on ne voit pas la même chose sur l'écran. Je vais reprendre le cycle de vie des données que vous devez connaître. Il y a juste des éléments que je ne vais pas trop aborder, l'archivage, la réutilisation et tout ce qui est collecte. À la fin, je parlerai de ressources qui sont un peu transverses et qui abordent tous ces points-là. Mais l'archivage des données, c'est un peu compliqué. Et dans le temps imparti, j'avais pas trop le temps de me pencher vraiment sur ce sujet-là. Et voilà, ça doit encore pas mal évoluer. Du coup, pour faire le lien avec ce que présentait Jean-François tout à l'heure, pour ce qui est du PGD, donc il y a plusieurs structures, plusieurs acteurs qui potentiellement peuvent vous accompagner. Donc j'ai essayé de structurer entre échelle nationale, échelle locale, et plutôt ce qui va être de l'accompagnement et ce qui va être des outils concrètement que vous allez pouvoir utiliser. Vous voyez, un peu un gradient. Des fois, il y a des acteurs qui vont être plutôt au milieu parce qu'ils proposent à la fois des outils et de l'accompagnement. Voilà, pour les clés de lecture de mon petit schéma. Donc, par exemple, DMP Opidor, qui est un des services de Opidor, je vais me référer à mes notes pour ne pas vous dire n'importe quoi à chaque fois. Donc, Opidor, ça veut dire optimiser le partage et l'interopérabilité des données de la recherche. Et donc, Opidor propose 3 services, dont un qui est DMP Opidor et qui va vous permettre de produire ce qu'on a appelé le plan de gestion de données. C'est un outil qui fait pas mal référence et voilà, qui vous guide et qui structure un petit peu le plan de gestion de données. On n'est pas obligé de passer par là, mais c'est un outil qui permet. Et DMP Opidor a aussi une adresse de contact que j'ai mis dans le petit i avec du personnel qui peut vous accompagner dans cette démarche-là. Opidor, c'est ce qu'on a appelé, ce que Recherche DataGouv a appelé centre de ressources. J'ai remis les macarons à chaque fois pour que vous puissiez vous y référer. Et Doranum est un autre centre de ressources Recherche DataGouv qui est là pour le coup une plateforme d'auto-formation. Donc il y a tout un tas de ressources qui sont disponibles pour vous auto-former sur la gestion des données de la recherche. Et il y a toute une partie dédiée au plan de gestion de données avec des ressources qui permet aussi de faire le lien vers DMP Opidor si jamais vous commencez par consulter plutôt Doranum. Ça vous guidera aussi vers ces outils-là et cet accompagnement que vous pouvez avoir. Et ensuite, il y a aussi donc chaque tutelle qui a mis en place plus ou moins organisé ou plus ou moins... soit il peut y avoir des services vraiment d'accompagnement à la production du PGD, soit plutôt des ressources qui sont mises à disposition en fonction des tutelles. Tout ont une adresse de contact qui vous permet d'aller poser les questions, de savoir exactement le service auquel vous pouvez avoir accès. Et Ecodor, donc l'atelier de la donnée pour RGD, mais à l'échelle locale de Montpellier, qui est, comme l'a dit Jean-François, un peu en restructuration, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un accompagnement local et notamment à la production de plans de gestion de données. Et il y a peut-être que vous avez vu passer, il y a une réunion qui devrait s'organiser normalement en fin janvier, pour présenter un petit peu Ecodor et comment il se restructure. Donc, si vous voulez avoir des informations sur ce qui sera fait dans cet atelier de la donnée dans les prochains mois, ça peut être une réunion intéressante. Voilà pour ce qui est plutôt plan de gestion de données. Ensuite, pour ce qui va être donc gestion des données, stockage, analyse, traitement, vous avez aussi un certain nombre d'acteurs qui peuvent
être intéressant de connaître. Je commence par les réseaux du CNRS. Peut-être que vous en connaissez certains, peut-être que vous en faites déjà partie. J'en ai mis 3 ici. C'est alors premièrement le réseau RIS, qui est un réseau interdisciplinaire autour de la statistique. Donc là, c'est des réseaux qui vont vraiment être là pour diffuser les bonnes pratiques, être aussi un lieu d'échange. Il y a des listes de diffusion dans lesquelles vous pouvez poser vos questions. Il y a des événements, des formations qui sont relayées. C'est vraiment des groupes qui sont très actifs dans ces communautés. Donc RIS, c'est plutôt pour ce qui est statistique. RBDD, pour tout ce qui va être tous les gestionnaires de bases de données qui se retrouvent, toutes les gens qui ont à gérer des bases de données, qui se retrouvent dans ces réseaux-là. Et aussi le groupe calcul, qui lui va s'atteler à tout ce qui est calcul scientifique. Et il y en a d'autres que vous connaissez peut-être. Là, pour le coup, c'est plutôt Ecostat, qui est plutôt un groupe de recherche du CNRS, mais qui est très actif aussi pour tout ce qui est statistiques appliquées à l'écologie. Et le groupe SIST pour tout ce qui est gestionnaire des données d'observation, donc plutôt appliquées à l'écologie. Et donc voilà, c'est super intéressant. C'est des communautés très, très riches et très actives. Donc c'est intéressant. Enfin voilà, vous pouvez vous inscrire aux listes de diffusion, avoir les informations. Il y a des offres d'emploi aussi. Enfin, voilà, c'est assez large, mais c'est très intéressant. Je vais vous présenter aussi donc l'IFB, qui est l'Institut français en biostatistique. Donc, si vous avez en bioinformatique, pardon. Si vous avez des questions spécifiques, Jean-François sera peut-être plus à même de répondre. Mais en tout cas, l'IFB propose tout un tas de services pour du calcul, du stockage, de l'information sur ce qui va être gestion de bases de données et des services d'accompagnement. C'est très bien détaillé, pareil dans le petit i, je vous ai mis le lien vers les services qu'ils proposent. Ils ont une belle figure avec tout ce qui est tout le détail de leurs services. Et notamment, c'est eux qui pilotent Galaxy France, qui est une plateforme de open source d'analyse de données. Donc l'objectif, c'est à la fois de pouvoir diffuser du code, des outils, des packages, et qui puissent être utilisés par des personnes qui ne codent pas ou qui codent dans un certain langage mais pas dans un autre, et qui peuvent avoir besoin d'outils qui sont codés dans un autre langage. Et donc les outils sont présentés sous forme d'interface graphique, donc ils sont accessibles à des gens qui ne sont pas forcément familiers avec le développement. Donc, voilà, et il y a aussi une instance européenne. Voilà. J'en viens à parler de l'ISDM. Donc l'ISDM, qui est une UAR qui est située sur le campus de la Fac des Sciences, qui est venue présenter, il me semble, il n'y a pas si longtemps à l'ISDM un petit peu ses services. En tout cas, enfin, vous faire une présentation de l'ISDM. Et donc, Jean-François, tout à l'heure, a parlé de la clinique de la donnée. C'est vraiment un service qui est en train de se mettre en place. Là, j'ai vérifié, c'est tous les 15 jours sur le campus Triolet. Ils tiennent une permanence. Et il y a aussi la possibilité, il y a des créneaux qui sont que pour la visio, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, il y a 3 ingénieurs qui sont là avec des thématiques, des spécialités différentes, et qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Donc, il y a des petits créneaux, 15 minutes le premier créneau pour un peu identifier les besoins. Et s'il y a besoin, on peut voilà, reprendre contact. Et donc voilà, c'est vraiment dédié à accompagner les chercheurs, les chercheuses, les doctorants aussi, et doctorantes sur la gestion des données, l'analyse de données, etc. Et ils ont aussi un service de formation au data management, un DU. Voilà, donc ça fait partie des choses qui s'est intégré à la formation de l'université. Et c'est eux aussi qui s'occupent de tout ce qui est ISDM, méso-LR, donc pour tout ce qui va être calcul scientifique, calcul haute performance, stockage, etc. Donc c'est pareil, il y a toutes les informations, le détail sont sur leur site et le lien vers la clinique des données, etc.
Là, je vais vous parler de l'osiorem. Alors, c'est un peu plus teinté écologie, en tout cas sciences du vivant. Et au sein de l'osiorem, donc, qui est l'Observatoire des sciences de l'univers de Montpellier, il y a une plateforme qui s'appelle Plateforme Système d'Information, qui est là aussi pour accompagner les unités, qui peut accompagner les unités, mais du coup, par le biais de projets de recherche sur tout ce qui va être gestion des données, valorisation, outils de visualisation. Il y a tout un tas de services qui peuvent, auxquels vous pouvez avoir accès. Je fais rapidement. Le CESAB aussi, que peut-être vous devez probablement connaître. Là, je le mets plutôt pour les aspects formation. Il propose des super formations pour tout ce qui est analyse de données en écologie, reproductibilité aussi des codes en écologie. Donc voilà, moi, tous les retours que j'ai eus de ces formations, elles sont super. C'est des formations qui sont assez demandées, mais qui ont lieu tous les ans. Ils sont pas très chers. Et qui sont pas très chers dans un lieu assez sympa. Sur une semaine, pour des formations, donc, sur une semaine, et qui coûte, je crois, 250 €. C'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment à la portée du milieu étudiant, on va dire, Oui, et puis des équipes. Ouais. Et donc le CESAB, c'est rattaché à la Fondation pour la recherche pour la biodiversité, la FRB. Mais le CESAB est basé à Montpellier. Donc je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui va être valorisation. J'ai juste voulu remettre une petite diapo sur les data papers qui sont un moyen de valoriser des données et surtout parce que c'est un document qui est évalué par les pairs. Donc c'est un peu au-delà de juste déposer des données dans un entrepôt de données de recherche. Et le but, c'est vraiment de donner du crédit, de la reconnaissance aux personnes qui ont qui ont travaillé sur ces données, alerter aussi toute la communauté scientifique de la production de ces données-là, de leur existence. Et ça garantit aussi l'évaluation et le contrôle de la qualité des données qui sont publiées, puisqu'il y a une révision à la fois des métadonnées et des données que vous allez publier via le data paper. Et je vous ai cité ici quelques ressources qui sont intéressantes sur le sujet du data paper. Il y a encore peu d'accompagnement sur ces questions-là. Peut-être que ça évoluera pour qu'on publie encore plus de data paper. Pour le partage. Donc l'écosystème il s'est un peu agrandi assez rapidement via la naissance de plein de structures qui vont permettre qui vont mettre à disposition des outils, soit vous accompagner dans la démarche d'ouverture de vos données. Je refais pas le détail de entrepôt du CIRAD, entrepôt de l'IRD, entrepôt de l'INRAE, entrepôt du CNRS. Je pense que vous avez pas mal entendu parler de ça, et puis il y a les liens vers ces entrepôts-là si ça vous intéresse. Il y a aussi l'entrepôt recherche DataGouv dont a parlé Jean-François, qui est pour des données génériques dans le cas où vous n'auriez pas un entrepôt institutionnel, ça sert à ça. Je vais commencer avec encore un réseau qui est monté par une organisation internationale cette fois, qui est Research Data Alliance. Donc il y a un nœud français aussi qui existe, qui est très actif sur encore tout ce sujet-là, de faire avancer les pratiques, de faire évoluer les outils pour le partage des données. Il y a aussi des formations qui sont proposées, donc c'est encore un réseau assez actif. Dataterra, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est centre de référence thématique, thématique de recherche DataGouv, qui regroupe 5 pôles qui traitent chacun d'un compartiment de la biosphère et qui chacun donc, se charge de mettre à disposition des services de partage de données pour leurs thématiques qui leur sont propres.
Et dans certains cas, il y a des pôles qui proposent aussi de l'accompagnement, qui proposent aussi des ressources de stockage ou d'accès à des données. Enfin voilà, ça peut être assez large. Tous les pôles ne sont pas structurés de la même façon, ne sont pas au même état d'avancement. Par exemple, enfin, moi je connais bien TEIA et le PNDB, le PNDB est encore en montage et en structuration. Donc, il n'offre pas encore les mêmes services que le pôle TEIA, par exemple, pour ce qui va être surface terrestre. Et en lien avec Dataterra, il y a l'entrepôt EasyData. Donc celui-là, je le détaille un petit peu parce que j'avais oublié d'en parler dans la présentation que j'ai faite en octobre ici. Donc là, ça se focalise sur les données qui ne rentrent pas forcément dans les entrepôts des différents pôles parce que ce sont des données qu'ils appellent de long train, donc des données à l'inverse des données de suivi temporel, qui ont plus leur place dans les différents entrepôts des pôles de Dataterra et qui peut être une très bonne solution pour un jeu de données terminé, fini, que vous voulez déposer. Et à l'inverse des entrepôts institutionnels, ils essaient vraiment de mettre en place une review de vos données via des spécialistes ou des gens qui sont vraiment axés sur une thématique pour qu'on n'y ait plus seulement le dépôt de données, mais que quelqu'un aille vérifier aussi qu'il y a une certaine interopérabilité, qu'il y a des métadonnées, etc. Donc voilà, ça peut être une bonne solution alternative aux entrepôts institutionnels ou parce que vous êtes le projet est multitutelle et que vous ne savez pas quoi choisir, ça peut être une bonne solution. Rust Suite Data, c'est un répertoire qui recense au niveau international des entrepôts de données de recherche. C'est pareil, j'en avais un peu parlé la dernière fois. Donc voilà, c'est un catalogue que vous pouvez consulter qui recense à peu près la totalité des entrepôts de données de recherche qui existent dans le monde, avec des fiches qui décrivent un petit peu le type de données, la thématique, la discipline. Voilà, donc que vous pouvez consulter. Je me dépêche un petit peu. Très rapidement, Maggot, qui est un outil développé par l'INRAE pour ce qui va être gestion et production de métadonnées associées à des jeux de données. Ici, je remets un petit rappel sur les entrepôts de données de recherche, comment on peut un petit peu les cataloguer. Voilà, c'est une diapo que j'avais présentée la dernière fois. Je passe vite pour avoir le temps de vous parler de la suite. Il y a des outils de recherche DataGouv, notamment ce logigramme qui vous permet un petit peu de vous y retrouver et de trouver un chemin vers l'entrepôt qui serait le plus adapté à vos données. Donc qui n'est pas forcément exhaustif, mais il peut par exemple vous emmener vers une liste d'entrepôts thématiques de confiance qui a été établie par un groupe de travail et qui recense des entrepôts en sciences de l'environnement qui sont fiables et sur lesquels il y a un certain nombre de critères qui ont été validés. Vous voyez que EasyData il se retrouve dans cette liste. Et pour finir, sur des informations qui vont être toujours des acteurs, des ressources qui vont être un peu transverses, sur lesquelles vous allez avoir des informations qui peuvent retracer à peu près tout le cycle de vie de la donnée. Donc on retrouve RDA, Doranum, je ne reviens pas dessus. Il y a Callisto, qui est une plateforme de format d'auto-formation, encore une fois, et notamment qui vous donne accès à Oscar, qui est accessible que aux agents INRAE normalement. Enfin, si vous allez directement sur Oscar et que vous n'êtes pas INRAE, vous ne pourrez pas y avoir accès. Mais via Callisto, vous pouvez avoir accès à toutes ces informations. Donc, c'est au plus large que la science ouverte. Enfin, ça va jusqu'à l'information scientifique, tout ce qui est documentation, bibliothèque. Mais il y a pas mal de ressources intéressantes. Et j'ai mis aussi un lien vers le document qui a été produit par le groupe de travail interréseau de la MT du CNRS, qui est
un document qui retrace encore une fois tout le cycle de vie de la donnée avec beaucoup de ressources et c'est un gros travail qui a été fait et qui est assez synthétique et assez global dans lequel on peut retrouver beaucoup d'informations. Et je vais finir avec Catopidor, qui est donc centre de ressources pour recherche DataGouv, donc un des services de Opidor, et qui en fait un petit peu ce que moi là ce que je viens de vous faire, c'est un petit peu j'ai un peu extrait de Catopidor tout ce qui pouvait être intéressant pour vos thématiques de recherche ou parce que c'est à l'échelle de Montpellier que ça se passe. Mais en fait, Catopidor, derrière, il y a des gens qui font un énorme travail de centralisation de tous les services, tous les outils et qui sont répertoriés. Vous pouvez rechercher par type de service, par stade du cycle de vie aussi. Et donc, par exemple, si là, j'ai cliqué sur Analyse, ça vous met tout un index avec les services qui vous sont proposés. Et pour chaque service, vous avez une fiche qui explique les services, qui met les liens vers les personnes à contacter, et qui fait le lien vers le site internet de ces structures. Donc voilà, c'est un gros travail et à aller consulter dès que vous avez, quand vous vous posez une question, vous voulez voir s'il existe un service ou un outil. Ça va répondre à votre question. Voilà. Et je crois qu'après, ça Voilà, merci. Voilà, donc maintenant, pour être un petit peu plus focalisé sur les logiciels, donc on va faire quelques petites définitions avant, parce qu'on entend souvent parler de code source de logiciels. Donc déjà, les codes sources, ce sont les documents où on écrit les instructions pour avoir une exécution. En gros, c'est le programme. Et quand le programme est un petit peu carencé, c'est-à-dire qu'on a une interface utilisateur pour rentrer des paramètres, ou quand on a par exemple un système d'installation rapide qu'on appelle le packaging, et bien à ce moment-là, on a un peu plus de ressources humaines autour, on appellera ça plutôt un logiciel. Donc code source logiciel, en fait, c'est presque la même chose, mais logiciel en version un petit peu plus carrossée. Et donc le code source, c'est le cœur du logiciel. C'est le code source qui fait les actions. Et donc, en ce qui concerne la question que vous aviez tout à l'heure, parmi ces codes sources, ces logiciels, eh bien, on peut recouvrir effectivement divers domaines. On peut avoir tout simplement des scripts de visualisation. Ça fait partie des codes sources, de la recherche. On peut avoir, par exemple, des scripts embarqués, comme par exemple les capteurs Campbell qu'on va mettre sur le terrain pour mesurer certains paramètres du sol. On peut avoir aussi, de façon un peu plus sophistiquée, des modèles, ou même des essais de modèles. Donc, les codes sources ou les logiciels de recherche, en fait, ça a un périmètre assez large. Mais dès qu'en fait, c'est pour un but de recherche, eh bien, ça a toute sa place sur ce qu'on appelle une forge logicielle. Les forges logicielles, du coup, ce sont les dispositifs qui vont permettre de pouvoir gérer les logiciels ou les codes sources. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des dispositifs assez anciens, hein, les forges logicielles, on les a depuis plusieurs décennies, mais c'est avec l'avènement de la science ouverte qu'elles ont été mises en valeur, et surtout pas que à des fins de gestion des logiciels ou des codes sources, mais également à des fins d'ouverture, de vitrine plutôt. Voilà, donc on va balayer un petit peu tous ces items. Déjà le texte, pourquoi est-ce qu'on utilise des forges, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment on archive aussi les logiciels. Alors comme l'a dit Jean-François, hein, l'ambition d'avoir des logiciels ouverts, ça provient du deuxième plan national pour la science ouverte. Il est stipulé d'ouvrir les logiciels produits par la recherche. Pourquoi on utilise une forge et pas un entrepôt de données? Eh bien, parce que le logiciel est évolutif. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, les jeux de données sont des objets statiques. Donc, du coup, il s'agira de les préserver, les partager, les réutiliser. C'est pour ça qu'on va sur des entrepôts de données tels que Dataverse ou Zenodo. En revanche, les logiciels, eh bien, ça évolue. Hein, ça a pour but à chaque fois de modifier le calcul à la base, qu'on appellera l'algorithme. Donc, quand on fait ces modifications, ou qu'on y met des améliorations, on a besoin de suivre tout ce qu'on fait, notamment dans des buts de traçabilité pour la science ouverte. On a besoin également de tester ces logiciels, de voir si ce qu'on a fait n'affecte pas les fonctionnalités précédentes. On a besoin aussi d'organiser les travaux qu'il y a autour des logiciels, et tout ça en plus de, comme les données, les préserver, les partager. Et il faut aussi reproduire leurs résultats, c'est ultra important pour la reproductibilité.
Et c'est la raison pour laquelle, plutôt que de mettre les logiciels sur des entrepôts de données, on les mettra plutôt sur ces dispositifs qu'on appelle les forges, tels que, par exemple, GitLab ou GitHub. Alors, il y en a aussi d'autres, hein, il y a Mercurial, il y a Bitbucket, mais ce sont les plus utilisés actuellement. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise des forges logicielles institutionnelles, c'est-à-dire qui sont gérés par nos organismes à l'ESR, comme CIRAD, INRAE, IRD, etc. Eh bien, je vais vous donner l'exemple au CIRAD, hein, c'est ce qu'on connaît le mieux, forcément. Voilà, en fait, quand les logiciels sont devenus à part entière des productions à pouvoir comptabiliser pour la production des laboratoires, pour l'HCERS, on s'est posé la question, mais où est-ce qu'ils sont ces logiciels produits par les équipes de recherche? Et en fait, on s'est aperçu qu'ils sont sur plein de forges, ils sont dispatchés un peu partout. On en retrouve sur GitHub, même si cette forge est commerciale. On en retrouve chez les collègues d'INRAE sur ForgeMia. Moi, à l'époque, il y avait une forge logicielle de EcoESOL au CIRAD, il y en avait là-dessus, il y en avait sur SoftGreen. Bref, on a eu besoin de capitaliser ces productions. Voilà pourquoi on est allé vers les forges institutionnelles. Alors, du coup, ces forges institutionnelles, alors de manière générale, lorsqu'on utilise une forge logicielle, les avantages, c'est de préserver les logiciels scientifiques, développés dans un organisme et chez les partenaires, améliorer le développement grâce aux fonctionnalités de développement opérationnel, contrôler le partage des logiciels, parce que sur une forge logicielle, quelle qu'elle soit, on peut dire soit ce logiciel est public, soit ce logiciel est privé, il n'y a que quelques personnes qu'on a nommées qui peuvent y accéder. Et par exemple, dans un organisme particulier, comme au CIRAD, par exemple, l'enjeu est aussi de capitaliser donc, le patrimoine logiciel réparti sur diverses forges, bénéficier de serveurs sécurisés, contrôlés, parce que les serveurs sont dans l'organisme, centraliser les administrations par notre DSI, parce qu'on a constaté qu'il y avait de nombreuses petites forges dans différents UMR ou UR, et augmenter la sécurité informatique. Alors, du coup, nous, en tant qu'organisme de l'enseignement supérieur et de la recherche, on a le choix entre des forges logicielles institutionnelles, qu'on trouve par exemple comme GitLab, qu'on a à l'IRD, à l'INRAE, au CIRAD. Alors ça, c'est pratique s'il y a peu d'interactions hors ESR. En revanche, si vous avez de très nombreuses interactions avec l'ESR, je reconnais que les forges publiques, telles que GitHub, même si c'est commercial, deviennent plus pratiques. Cependant, les forges telles que GitHub présentent quelques risques, notamment de fermeture. On en a vu de ces forges fermer et donc perdre des milliers de projets, des centaines de milliers de projets comme Google Code ou Gitorius, par exemple. On a aussi des risques de désactivation de projets logiciels par archivage à un moment. GitLab.com, donc c'est la version publique des GitLab institutionnels, avait songé à désactiver tous les projets logiciels où il n'y avait pas eu de modification depuis plus d'1 an. Or, ce n'est pas pratique parce que parfois, les cycles de développement sont plus longs qu'1 an dans la recherche. Donc voilà, suppression de projets logiciels tout simplement sur Bitbucket. Et par contre, pour GitHub, on n'a pas toujours la réglementation européenne sur la protection des données qui est respectée pour les projets privés parce qu'il est demandé que les productions que l'on fait soient maintenues à minima sur un serveur européen. Voilà. Et pour GitHub, ce n'est pas le cas. Donc voilà les quelques soucis qu'il y a avec quand même ces forges logicielles publiques. Alors pour en revenir, qu'est-ce que fait une forge logicielle? Alors, pour pouvoir justement tracer les modifications, exécuter les logiciels, bref, pouvoir les maintenir, et bien du coup sur ces forges, on a un gestionnaire de version, Git, qui permet de tracer chaque modification qu'on fait. On a les fonctionnalités d'intégration continue qui permettent d'exécuter les logiciels ou les codes sources pour pouvoir voir si ça fonctionne bien. On a la gestion du projet lui-même. En gros, ça, c'est toutes les tâches qu'il y a à faire autour du code source. Il y a des espaces de stockage, bien sûr. Ça, c'est quand même la fonctionnalité numéro 1 pour ces forges. Et enfin, on peut également faire, pour reproduire les résultats, on peut à minima faire une documentation, soit par wiki, soit par site web, ou tout simplement en mettant dans un fichier README toutes les informations. Et tout ça pour pulvériser les logiciels. Alors, dans notre cas, on a plutôt choisi GitLab comme solution logicielle pour ces forges logicielles. Alors, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, comme GitHub, on a toutes ces fonctionnalités.
Sauf qu'en plus, GitLab, par contre, lui, il permet d'être installé sur les serveurs de notre choix. GitHub, ce n'est pas possible, hein, et GitLab, on peut. Donc, c'est pour ça qu'on peut à ce moment-là respecter la clause de souveraineté. Oui. GitHub, c'est aux États-Unis? C'est ça. Voilà, alors maintenant, on va se focaliser un petit peu sur comment fonctionne la forge logicielle, les fonctionnalités. Alors tout d'abord, on l'a dit, hein, plateforme de dépôt, hein, c'est le serveur de stockage. En gros, c'est un serveur disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Déjà, ça, c'est bien pratique. Mais en plus de ça, il y a surtout le gestionnaire de version pour pouvoir tracer toutes les modifications. Par exemple, je suis un développeur dans mon coin. Je vais commencer à écrire un code source avec 2 instructions. Plutôt que de les garder juste sur mon ordinateur, rien que pour des problématiques de sauvegarde, je vais les envoyer sur la forge logicielle, par exemple le GitLab Sirad, qui va recevoir ce document. Et maintenant, si un deuxième développeur arrive dans le projet, quelque part ailleurs, eh bien, il suffira pour ce développeur numéro 2 de se télécharger le document centralisé sur la forge. Maintenant, si ce second développeur commence à écrire une 3e instruction dans son coin, eh bien, il faudra, à chaque fois qu'il l'envoie, qu'il la centralise sur la forge logicielle, de façon à ce que le premier développeur, lorsqu'il fait régulièrement ses mises à jour, puisse la récupérer aussi. Et ainsi de suite. Si le développeur numéro 1 fait une 4e instruction, pareil, il faut qu'il l'envoie sur la forge logicielle et que le développeur numéro 2 régulièrement fasse des mises à jour pour voir s'il n'y a pas eu des nouveautés qui ont été programmées. Donc finalement, la forge centralise les actions de tous les développeurs et la version principale du code est toujours disponible. Alors, à partir de ça, on a la traçabilité des modifications et de leur auteur, hein, qui est enregistré, ce qui permet de faciliter la résolution des bugs, puisque même si on travaille en solo sur une forge logicielle, le gros avantage, c'est que quand il y a un souci, on peut remonter aux dernières versions qui fonctionnent et donc isoler là où il y a eu le problème. Voilà, on peut également coordonner le travail des développeurs parce qu'on peut multiplier les versions du logiciel. À savoir que si on veut commencer à développer une fonctionnalité dont on n'est pas sûr qu'elle va vraiment marcher du premier coup, on fait une branche à côté de la version qui fonctionne, hein, et on isole les développements tant qu'on n'est pas sûr que ça marche bien. Voilà, alors ça c'était pour le gestionnaire de version qui s'appelle donc Git, hein, donc GitLab ou GitHub. Maintenant, dans les forges, il y a aussi l'intégration continue, c'est le fait de pouvoir produire des tests d'exécution suite à une modification ou au déploiement de binaires sur certains environnements. Donc, par exemple, si un développeur écrit une 3e instruction qui veut la centraliser sur la forge, eh bien, le gestionnaire du projet peut mettre au point un test sur la forge logicielle pour savoir si l'instruction ne va pas détériorer les fonctionnalités qu'il y avait. Et donc, il va pouvoir lancer ce test, et si le test est mené à bien, à ce moment-là, il accepte la modification. Voilà, ce sont les fonctionnalités, des exemples d'utilisation de l'intégration continue. Voilà, et ça permet la stabilité des développements. Alors, en dehors de ça, donc là, on était vraiment, vous voyez, dans le code source, dans le management du code source, en quelque sorte. On a aussi un mode projet sur GitLab, c'est un lot de fonctions collaboratives pour planifier les travaux qu'il y a à faire autour du code source. Hein. Notamment, on peut avoir des sortes de post-it qu'on appelle les issues, ce sont des actions que l'on assigne à un membre du projet. Voilà, et on peut même regrouper ces issues dans des temps limités pour en faire des milestones. Et là, vous voyez qu'on commence vraiment à être en gestion de projet parce que, par exemple, pour un stage, on peut se faire plusieurs étapes, hein, avec plusieurs exercices à faire, plusieurs modes d'opération sur le code source, et donc avoir des pourcentages d'avancement. Donc, c'est assez pratique pour vraiment pour organiser les travaux. Et enfin, alors, les codes sources, on les met dans une forge logicielle, on les met dans ce qu'on appelle des projets logiciels. Et donc, ces projets logiciels, ils peuvent être plusieurs et dans un groupe donné. Donc, ça, c'est assez pratique pour les unités, on va voir après. Et dans ces projets logiciels, on peut sélectionner les membres et leurs actions, s'ils sont développeurs, s'ils ont juste le droit de regarder le code, s'ils peuvent faire plus. Et on peut également choisir si le projet est public ou privé. Public, donc ouvert à tout Internet. Et puis privé, par contre, ça sera uniquement restreint à des personnes ciblées. Voilà, pour la documentation, donc on peut faire soit des wikis, soit des sites web, comme par exemple ici, un site web d'un logiciel d'écophysiologie qui a été créé sur GitLab Sirad.
Et enfin, pour l'organisation des forges logicielles, selon les organismes des forges, il y a eu des choix qui ont été faits de partir dans des groupes correspondant à des unités de recherche ou des projets. C'est notamment le choix que nous avons fait à l'IRD ou au CIRAD, c'est-à-dire que dans ces deux organismes, vous retrouverez des groupes de projets de recherche ou des groupes d'unités de recherche avec des référents d'unités de recherche. Et on demandera du coup d'avoir des référents qu'on pourra former. Et ça permet d'avoir un support de proximité dans les collectifs. Voilà, ça permet aussi de mieux connaître et centraliser les productions logicielles d'une unité, de modérer les projets pour savoir quels sont les projets tests qu'on peut effacer, qui ne sont pas comptabilisés dans les productions. Voilà, avoir aussi des noms génériques dans les URL des projets, c'est plus RGPD compliance. Et enfin, avoir des ressources spécifiques au groupe. Voilà, et donc pour terminer, alors les forges logicielles, comme on l'a vu au début, parfois ça disparaît. Voilà, des fois, on n'a plus le projet logiciel qui est disponible parce que soit ça a été effacé pour une raison de condition d'utilisation d'une forge, de suppression du projet. Donc dans ces cas-là, la procédure d'archivage se fait grâce à l'archive Software Heritage. Il s'agit donc d'une archive pour tous les codes sources publics de la recherche. C'est gratuit, c'est pérenne. Et dans ce cas-là, le code source se verra attribuer ce qu'on appelle un identifiant Software Heritage. Donc, c'est le SWHID. Parce que, au contraire des données qui sont fixes et auxquelles on attribue un DOI, eh bien, pour les codes sources, étant donné que c'est évolutif et qu'en plus, on peut avoir besoin de référencer certaines parties du code source, pas tout, et bien du coup, on attribue plutôt ce type d'identifiant. Et en plus de ça, eh bien, on peut référencer son code source ou son logiciel sur HAL à partir de l'identifiant Software Heritage ID. Donc, une procédure très simple. Si vous avez un code source à archiver, on peut le faire soit depuis la forge logicielle où il est, soit depuis le site web de Software Heritage. Donc là, c'est la procédure. En gros, vous allez sur softwareheritage.org, vous cherchez Save Code Now, soit en naviguant, soit avec cette URL. Et il s'agit tout simplement de marquer le type de gestionnaire de version, l'URL du projet sur la forge et de cliquer sur Submit. Voilà, et vous aurez archivé votre projet de façon pérenne. Voilà, et pour terminer, donc les forges logicielles, il y en a plusieurs chez les partenaires à l'ESR, notamment le Comité pour la science ouverte Collège logiciel a fait un état des lieux qu'il entretient de ces forges. Il y a 39 forges qui ont été recensées. Et parmi lesquelles la forge de l'IRD, la forge de GitLab CIRAD et la forge INRAE. Alors, pour la forge INRAE, elle est en cours de mise en production, donc il est recommandé, si vous êtes uniquement INRAE, d'aller plutôt sur forge MIA. Et en tout cas, pour les forges CIRAD, voilà, vous pouvez accéder. Si toutefois, vous avez un projet logiciel avec un contributeur CIRAD, voilà, nous sont nos conditions. Voilà, donc vous êtes bienvenus sur cette forge. Et en tout cas, si vous choisissez la forge CIRAD, voilà, on a plusieurs types de documentation. Si vous avez accès à l'intranet du CIRAD, on peut présenter, il y a la présentation du service ou une documentation sur Internet qui est disponible. Et enfin, vous pouvez nous contacter sur forge-admins@cirad.fr. Voilà, ça c'était petit focus sur la forge CIRAD, si toutefois ça peut s'appliquer pour vous. Voilà, et en tout cas, merci de votre attention. Oui. Moi, j'ai une question par rapport